Alors bonjour à toute la communauté, bonjour Joël. Bonjour Marc. J'ai le plaisir aujourd'hui de vous présenter une personne qui œuvre dans le monde échiquien. C'est Joël Gauthier. Alors Joël Gauthier, explique-nous un petit peu ce que tu fais dans le monde échiquien. Écoute Marc, moi c'est très simple. J'ai deux clubs, le club du barreau de Paris et le club du cercle des armées. Et puis je suis en même temps élu au comité directeur de la fédération. Mon but, c'est d'assurer la promotion du jeu et faire en sorte que les joueurs puissent évoluer dans un cadre sympathique et puis que mes adhérents prennent plaisir à jouer. Voilà. Alors quand tu dis que tu as un club du barreau de Paris, c'est un club d'avocats alors C'est ça en fait. Au début, l'idée que je me suis faite, c'est qu'on est 30 000 avocats et c'est pas normal qu'il n'y ait pas un club qui puisse réunir les passionnés. Et en fait, l'ADN de ce club, c'est avocat, mais petit à petit, on a quand même élargi à des juristes, à des élèves avocats et puis à des joueurs qui pourraient nous aider à réaliser nos objectifs. J'avais déjà fait une vidéo avec l'un de tes membres, avec David Lévy, Tout à fait, oui. Sur une belle partie de Kramnik. Ah oui, David, c'est un membre important et puis c'est vrai qu'il est passionné par Kramnik, donc la vidéo était vraiment sympa. Alors si vous ne l'avez pas vu, vous pouvez cliquer sur le lien ci-dessus. Et tu m'as parlé d'une deuxième association, d'un deuxième club, c'est des armées du cercle. Voilà, en fait, le Cercle des armées de Paris nous a permis de rentrer au sein de ce club qui est un peu prestigieux. Et le but du jeu, c'est de permettre à des joueurs d'échecs de jouer dans ce cadre qui est quand même sympathique et faire en sorte qu'ils bénéficient de conditions qui sont agréables, en tout cas plus agréables parfois que certains tournois. Alors je vais expliquer maintenant pourquoi je t'ai invité. Déjà, prévenons les internautes qu'on va voir une partie. On va commenter une partie que tu as jouée d'ailleurs. Tu es un joueur avec un classement autour de 2000 Elo, donc la partie est intéressante. Mais je t'ai invité parce que tu es un des seuls en France qui organise des tournois à norme de maître et de grand maître. Tout à fait. On va faire notre 4e tournoi, dont le 3e tournoi à norme de grand maître. Pour ceux qui nous écoutent, le tournoi à norme de grand maître, c'est la norme la plus forte qu'on peut faire aux échecs. Et pour ceux qui sont maîtres internationaux, qui veulent être grand maître international, il faut suivre un peu un parcours du combattant. Et on est un des rares clubs à faire ça dans la régularité, puisque c'est notre 3e tournoi de grand maître. Et donc tu m'as fait confiance pour commenter ton prochain tournoi à norme de grand maître, qui va bientôt avoir lieu. Donc dans quelques jours, vous pourrez suivre chaque jour un récap de la meilleure partie du jour. Et donc, c'est pas la première fois que tu organises ce type de tournoi, c'est ton 4e, non? C'est ça, le 4e tournoi à norme, tout à fait. Alors, on va avoir un beau plateau. Tu as réuni, c'est parce que c'est toi qui sélectionnes en fait les joueurs qui vont jouer dans ce tournoi. Exactement. Alors, si tu veux, Marc, il y a les grands maîtres, qui sont un peu ceux vers lesquels on court un peu, parce qu'il faut les battre. On aura 4 grands maîtres, des grands maîtres de qualité, des gens qui ont de l'expérience, dont certains d'ailleurs que tu as invités à participer à certaines de tes vidéos. Jonathan de Rorassou notamment, on a Bilal Bellassène, on a le grand maître italien Alberto David, et puis Sergei Fedorchuk. Et à côté de ça, tu as des candidats dont l'objectif, ils sont souvent maître international ou maître FIDE, c'est de réaliser un certain nombre de points pour avoir une norme. On en a certains qui veulent être maître international, et on en a d'autres qui aspirent à être grand maître international. Donc, c'est des candidats grand maître en fait, ils essayent d'être grand maître. C'est ça. Alors je vois sur la liste qu'il y en a un qui s'appelle Brendan Clark. Qu'est-ce que c'est ce nom? C'est pas un nom de joueur d'échecs, ça, on dirait un basketteur. Alors Brendan Clark est un basketteur de NBA, mais c'est pas lui qui viendra. Ouais. Sachant que voilà, c'est aussi le nom de Superman. Hein. Ah oui. Je sais plus d'ailleurs. Donc c'est un maître anglais, lui? Non, il existe. Déjà, je te rassure, il existe et c'est un maître international anglais qui a un fort classement, puisqu'il est 2486, oui. Et qui aspire à être grand maître. Voilà. Et puis, Peyo Duboué. Alors, Peyo Duboué, c'est un excellent joueur qui nous vient de l'échiquier de l'Erdre. Et il a un bon classement, 2443, et c'est un joueur qui, à mon avis, assez vite, peut prétendre à faire des normes de grand maître. Il y a un jeune maître aussi, Anatole Vlachos. Oui, alors Anatole, c'est un habitué un peu de mes tournois, il a déjà fait une norme de grand maître. Il a quel âge d'ailleurs? Une vingtaine d'années? Oui, c'est ça, il a une vingtaine d'années, il joue à Tremblay, et en plus il est très sympathique, ce qui ne gâche rien.
une ancienne multiple championne de France, c'est Sophie Millet. Oui, alors Sophie Millet, est internationale française et puis candidate à être grand maître international. Pour moi, c'est important que des femmes puissent jouer des tournois. Elles sont 20% de licenciés. Pour moi, c'est vraiment essentiel qu'il y ait le panel de joueurs et de joueuses complètes de talent et il n'en manque pas dans notre pays. Oui, et puis d'ailleurs, pour compléter le tableau, on a une autre femme qui s'appelle Andrea Navrotescu que les abonnés peuvent connaître parce que elle fait des streams, enfin, sur Twitch. Et oui, elle est très présente. C'est une fille qui a beaucoup d'énergie et qui a énormément, sur le plan échiquier, progressé récemment. Et elle aussi, elle va, je l'espère, rapidement être maître international. Donc tu organises des tournois de maître, des tournois de grand maître, des tournois à normes. Est-ce que tu fais d'autres événements en France? Oui, alors il y a un créneau qu'on a investi dans le club, c'est le développement féminin. Parce qu'on n'a que 20% de licenciés et on a fait beaucoup de tournois pour un petit peu surfer sur la vague du jeu de la dame. Mmh. Et on a fait le challenge du jeu de la dame, le Blitz des dames. Et l'objectif, c'est, moi je suis convaincu qu'on gagne à ce qu'il y ait plus de femmes dans notre jeu. Déjà parce qu'elles jouent énormément, jouent très très bien. Et puis on gagne à diversifier et faire en sorte que, voilà, aujourd'hui... le jeu, c'est un jeu qui est universel. Donc c'est important qu'on puisse organiser un certain nombre d'événements. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a organisé beaucoup d'événements et qu'on va monter à la rentrée une belle équipe nationale féminine. Oui, puis tu travailles aussi avec une grande dame des échecs français qui a œuvré beaucoup pour Tout à fait. Le développement féminin. Exactement, tu as raison. Jocelyne Wolf-Angel était l'ancienne directrice nationale des féminines. Elle est très active. Elle a créé un groupe qui s'appelle Wolf-Angel Events. Et on a organisé ensemble un trophée qui s'appelle le Trophée Kaïsa, qui a marché très très bien. On avait plus d'une soixantaine d'inscrites au Cercle national des armées. Et on va lancer, là aussi, plusieurs tournois autour de la thématique de comment développer le jeu féminin. Alors, certains des abonnés ne connaissent pas qui est Kaïsa, parce que tu parles du trophée Kaïsa, mais qui est Kaïsa aux échecs? C'est la déesse des joueurs d'échecs. Tous les passionnés doivent se référer à la déesse Kaïsa. Alors, ça provient d'un poème, je crois. Hein. C'est ça, c'est un poème d'un poète anglais qui avait effectivement pour la première fois parlé d'une déesse qui s'appelait la déesse Kaïsa, qui est la déesse spécifique des joueurs et des joueuses d'échecs. Ouais. J'avais une petite chienne quand j'étais plus jeune et je l'avais appelée Kaïsa d'ailleurs. Ah, bah écoute, tu étais prédisposé à faire des streams autour des échecs alors. Voilà. Alors on va regarder une partie que tu nous as proposée, que tu proposes aux internautes ici, une partie très intéressante où tu avais les blancs et tu affrontes Clément Valin, un bon joueur hein, qui est autour de 2000 élos. Et dans quel cadre s'est jouée cette partie? Alors, si tu veux, moi je dirais pas que j'ai un très bon niveau aux échecs, mais c'est une partie qui est importante pour nous parce que on joue le match de la montée. On évoluait l'année dernière en National 4. On affronte le club de Marie-Sébac, qui est le club du Petit Pouchet. Et moi je joue, une des hypothèses, c'est que je joue Clément Valin. Clément Valin, il avait 4 victoires, 4 matchs, un joueur solide. Et l'idée, c'était que le barreau puisse gagner. On est à l'avant-dernière ronde, et je joue table 3 face à ce joueur, dont je sais que c'est un joueur solide, et j'ai voulu un petit peu le bousculer. Oui, alors c'est un joueur solide. D'ailleurs, tu vas ouvrir avec le pion roi, tu vas jouer E4, et Clément Valin va jouer C6. Donc c'est la défense carreau-cane, et c'est une défense réputée solide. C'est pas facile à déverrouiller une défense carreau-cane. Alors si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à cliquer sur le lien ci-dessus qui vous donne accès à la première partie qui s'est jouée sur une défense carreau-cane, donc les origines de la défense carreau-cane. C'est une vidéo que j'avais faite, une vidéo d'histoire assez intéressante. Et donc là, il choisit la défense carreau-cane. Tu savais qu'il jouait cette défense? Franchement, non. Je ne savais pas. Alors, ici, tu vas continuer par D4, hein, c'est le coup habituel. Tu établis un fort centre de pion. Et D5. Bien sûr, l'idée de C6, c'est d'appuyer la poussée D5. Comme ça, en cas de prise, les noirs reprennent du pion C. Hein. Donc là, tu vas jouer le coup cavalier D2. Alors, les blancs ont plusieurs options. Donc, on vient de parler de la prise. Il y a la possibilité aussi de faire la vente d'avance, d'annexer du territoire. Et puis, il y a la défense du pion E4 qui peut être jouée par cavalier C3. Alors, pourquoi tu choisis cavalier D2 par rapport à cavalier C3? En fait, les deux sont jouables. Moi, ce que j'aime bien dans cavalier D2, c'est que parfois, le pion C n'est pas obstrué. Et ça va permettre éventuellement de protéger le centre, voire de pousser C4. Donc pour moi, c'est un peu plus souple. Même si entre nous,
la réaction des noirs va souvent être D prend E4, ce qui fait qu'il y aura cavalier prend E4. Oui, que le cavalier soit en D2 ou en C3, si les noirs Oui. prennent, ça revient exactement avec la même chose, puisque le cavalier va reprendre. Et donc ce que tu es en train de nous dire, c'est que si les noirs ne prennent pas, certes le cavalier D2 masque la diagonale naturelle du foucéen, mais ça a la particularité de laisser libre le pion C2 pour soutenir le centre ou attaquer au centre. D'accord. Là, il prend, donc c'est classique, tu vas reprendre du cavalier. Et là, le coup habituel, enfin la variante principale dans la carocane, c'est de développer le fou en s'en prenant au cavalier. Sur quoi le cavalier va aller en G3 et s'en prendre au fou. Bon. Mais là, Clément Valin joue la ligne avec cavalier D7. Alors l'idée de cavalier D7, c'est de faire un relais avec la sortie du cavalier G8 en F6. Et en cas d'échange, le cavalier pourra reprendre. Bon. Alors, toi, tu as joué, enfin le coup habituel c'est cavalier F3 je pense ici, et donc on a cavalier F6. Tu as joué le coup cavalier G5, on va revenir. Je montre juste aux internautes le petit piège, parce que c'est un mat rapide qui peut arriver, oui. C'est de jouer dame E2 dans cette position. Et si les noirs jouent cavalier F6, alors le vis-à-vis dame-roi va payer, puisqu'on va pouvoir jouer cavalier D6 avec un succulent mat à l'étouffer. Le cavalier attaque le roi qui n'a pas de case pour s'échapper. Le pion E7 ne peut pas prendre puisqu'il subit un cloage le long de la colonne. Alors bien sûr, les noirs ne doivent pas jouer cavalier F6, ils peuvent intercaler d'abord E6 avant de développer le cavalier par exemple. Mais là, dans la partie, tu vas choisir donc le coup cavalier G5. Qu'est-ce que c'est que ce coup? On dit souvent aux débutants de développer les pièces. Et si tu ne développes pas les pièces, tu rejoues une pièce qui était déjà développée. Pourquoi ça? Tu as raison, en fait c'est... Alors, on appelle ça parfois la variante Karpov. L'objectif de ce coup, c'est de dire la chose suivante. Le cavalier, quand il est en G5, il peut bondir en E6. Alors tu vas me dire, bon, c'est pas l'objectif prioritaire. Mais s'il bondit en E6 et que le pion prend, bah on a un mat avec dame H5. Alors pas tout de suite, c'est si les noirs jouent H6. Voilà. Voilà, donc là, ce qui est intéressant, c'est un coup assez provocateur. Alors je suis étonné qu'on appelle ça la variante Karpov, parce que Karpov n'est pas réputé être un joueur aussi agressif, il est plutôt positionnel dans l'ouverture, il ne cherche pas ce type de position un peu où ça s'enflamme rapidement. Mais donc ce que tu es en train de dire, c'est que si les noirs veulent repousser le cavalier par H6, alors le cavalier vient en E6, incroyable. Et en venant en E6, il attaque la dame noire, et si les noirs prennent, alors on a ouvert la diagonale, et on va pouvoir faire une sorte de mat du saut, en fait. Hein, c'est ça. Avec dame H5, échec, alors G6 peut être joué, mais dame prend, et ça fait le mat. Ça veut dire que sur cavalier E6, la dame doit bouger, en fait, les noirs ne peuvent pas prendre. Et si la dame bouge, tu peux ensuite prendre le fou. Alors les noirs ne sont pas obligés d'être déroqués, hein, ils peuvent reprendre du cavalier. Mais tu as gagné la paire de fou dans une position ouverte. La paire de fou, exactement. C'est l'autre idée. Voilà, tu as le pion au centre, tu as la paire de fou dans une position ouverte où les fous peuvent mieux s'exprimer que les cavaliers habituellement. Donc c'est un petit avantage positionnel ici. Donc ce coup cavalier G5 est assez provocateur. On attend H6 pour mettre le cavalier en E6. Ça peut donner des idées aux internautes. Hein. C'est assez intéressant. Et donc, l'adversaire ne tombe pas dans ce piège, bien sûr, c'est un joueur de première catégorie, donc il va se développer avec cavalier F6. Et donc toi, tu vas te développer avec fou D3. Voilà, je me développe. Voilà. Et le cavalier, on peut se dire, oui, mais à quoi il sert en G5 si les noirs ne font pas la bêtise de jouer H6? Le cavalier en G5, il va presser F7, et en cas de E6, il peut aussi presser E6. Et donc, ce cavalier peut être amené à un moment donné à se sacrifier pour essayer de générer du jeu contre le roi. On va le voir dans ta partie. Hein. Donc il joue E6, ça paraît naturel. Oui. Toujours pareil, sur H6, on a toujours cavalier E6. Et en cas de prise, le cavalier défend la case H5, mais il y a fou G6 mat. On peut même être taquin, jouer dame H5, sacrifier la dame, et jouer fou G6 mat. Ouais. Donc, c'est intéressant de voir ces différents mats qui peuvent se produire très rapidement dans la carocane. On a déjà vu le mat à l'étouffer avec le cavalier D6 mat tout à l'heure quand la dame était en E2. Et là, on voit un autre mat apparaître. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur les mats dont tu m'as parlé tout à l'heure, que tu as montré à ta communauté aussi. Exactement. Moi, j'ai trouvé très bien faite ta vidéo sur les maths parce qu'effectivement, c'est une des premières règles qu'on dit aux
aux débutants, c'est de connaître les tableaux de maths. Et c'est pour ça que c'est important de maîtriser comment on fait maths pour petit à petit après voir comment on fait pour y arriver. Mais déjà, maîtriser les maths, c'est important. Alors comme d'habitude, hein, le lien ci-dessus s'affiche pour voir cette vidéo sur les maths. Et donc là, ton adversaire joue E6. Bon, tu vas développer cavalier F3, fou D6, Dame 2. Alors là, Dame 2, c'est intéressant. Explique-nous un peu pourquoi tu joues Dame 2 et pourquoi tu joues pas, par exemple, un coup comme petit roc. Pourquoi Dame 2? Alors si tu veux, Dame 2, ce qui est bien, c'est que c'est un coup qui est souple. C'est-à-dire que pour l'instant, on ne donne pas l'adresse du roi. On peut très bien faire roc du grand côté. On n'est pas obligé de faire petit roc. Ensuite, la dame en E2 est bien placée parce qu'elle évite éventuellement des poussées E6, E5. Et elle permet de mettre une petite pression, qui pour l'instant n'est pas forcément hyper grave, sur la case E6. Voilà. Et c'est un thème qui va être important. Mais en tout cas, elle contrôle le centre, et puis le roi, il peut aller d'un côté ou d'un autre. Elle est en vis-à-vis du roi aussi. Elle est en vis-à-vis du roi, exactement. Donc un coup souple. Et là, H6 est joué. Maintenant, il peut jouer H6 parce que cavalier prend E6 ne marche plus. Si on fait cavalier en prend 6, pion prend, et faux G6, il n'y a pas de mat, évidemment. On a perdu une pièce. Ouais. Donc, alors c'est marrant que tu dises qu'on a perdu une pièce, parce que c'est ce que tu vas jouer quand même. Exactement. C'est ce que je vais jouer, mais je pense qu'il faut expliquer aux internautes l'idée. Oui. Alors, donc tu fais cavalier prend E6. Ah, t'es comme ça, toi. Tu vas pas jouer un coup de naturel de cavalier 4. T'es comme ça. T'envoies le cavalier contre le pion. Exactement. Ouais. J'envoie, mais il faut expliquer. Parce que là, si tu veux, je pense que évidemment, le meilleur coup, c'est évidemment de revenir en E4. L'avantage, c'est que le cavalier qui est en G5, c'est un autre intérêt de cavalier G5, peut revenir logiquement en E4, et il n'y a pas de difficulté. Cavalier prend E6, c'est un coup, je dirais, qui est douteux, dans le sens où on sacrifie une pièce. Mais il faut quand même dire qu'on ne la sacrifie pas pour rien. C'est-à-dire que l'objectif, c'est de dire, le roi noir va rester au centre, on a des compensations positionnelles, et lui a un problème de développement. C'est-à-dire, à un moment donné, il faut aussi expliquer aux internautes qu'on dit beaucoup qu'il faut avoir le matériel égal, mais il faut voir la qualité du matériel, parce que si une tour en H8 ne joue jamais et qu'un roi se balade au centre, on a des compensations. Donc l'idée, c'est un sacrifice positionnel, dont l'objectif, c'est d'avoir quelques compensations autour des problèmes de mobilité. Voilà. Oui, parce que tu dis que le roi va pas pouvoir retrouver un abri sûr et que la tour va pas pouvoir jouer, parce qu'après F prend 6, tout à fait. Tu vas intercaler fou G6 échec. Et ce coup parasite les noirs. Parce que, alors c'est dans la partie, il a joué roi F8. Mais roi O7 ou roi F8, on voit bien que le roi n'est pas à la fête. Hein. Et alors, il a joué roi F8 et il te laisse prendre le pion de 6. On pourrait se dire, dame prend E6 qui menace dame F7 mat, c'est très bien. Mais en réalité, c'est un piège. Oui, c'est pas bon parce qu'en réalité, il va simplement jouer un coup comme... Alors, il y a plusieurs coups possibles. Il pourrait y avoir du cavalier E5. Cavalier E5, c'est très fort. Voilà. Regardez, le fou attaque la dame. La dame ne peut pas prendre le cavalier parce que le fou protège. Et c'est ce qu'on appelle une attaque à la découverte. Hein. Quand le cavalier vient en E5, il découvre, il dévoile l'attaque du fou sur la dame. Et en même temps, le cavalier va pouvoir protéger la case de mat. Donc, il n'y aura pas de dame F7 mat. Pourra éliminer le fou blanc. Et donc, ça décongestionne la position noire. Et ça met fin à l'attaque. En fait. Exactement. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que plus on a des échanges de pièces, plus ça favorise les noirs qui ont une pièce de plus. Les blancs, eux, veulent garder du matériel, mettre la pression, et ils n'ont aucun intérêt à rentrer dans une finale. Donc c'est un coup, si tu veux, que je regarde même pas, parce que même si j'avais pas vu cavalier E5, je verrais dame E7 et ça me plaît pas. J'ai pas forcément envie de rentrer dans une finale. Ah, sur dame prend E6, tu dis qu'il a aussi dame E7. Même sans calculer. Avec le clouage, d'ailleurs. Avec le clouage, exactement. Ouais. Donc, ici, ça veut dire que si tu prends pas en E6, ça veut dire que tu as sacrifié une pièce contre un seul pion. Exactement. L'objectif, c'est vraiment de valoriser l'activité des pièces, parce que ce qui est important, c'est pas que le nombre de pièces sur l'échiquier, c'est aussi la valeur relative des pièces et ce qu'elles font sur l'échiquier. Et typiquement, un joueur qui est solide, qui lâche rien, qui fait du case par case, comme était un peu mon adversaire, il est un peu perdu dans ses positions, parce qu'il se dit, j'ai du matériel en plus, je suis gagnant, mais oui, mais il faut encore... il faut pouvoir l'utiliser, le matériel. Exactement. Ouais. Donc on va voir cette suite de parties très intéressantes, donc tu as roqué. Ça veut dire que maintenant tu peux combattre avec dame, cavalier, fou, la tour peut venir, l'autre fou, l'autre tour peut également venir rapidement. Toutes les pièces blanches sont mobilisables assez rapidement. Tu as une célérité pour monter au combat, alors que les pièces noires, la tour H8 va avoir du mal à jouer, le roi F8
n'a pas d'abrissure, alors que le roi G1, c'est un coup fin ici. Il est dans Exactement. son berceau, il est tranquille. Ouais. Le fou C8 va avoir du mal à jouer, la tour A8 également. Donc, ça fait pas rêver non plus. Alors, c'est vrai que les noirs jouent dame E7 maintenant, et tu montes avec cavalier E5. Voilà. Ici, il veut pas tolérer le cavalier en E5 parce que, vous comprenez, le cavalier E5, à terme, il va chercher la case G6. Hein. Si la case G6 est libérée, il y a des belles fourchettes à faire. Il préfère éliminer le cavalier tout de suite avec fou prend. Et il se dit, comme tu disais tout à l'heure, moins il y a de pièces sur l'échiquier, plus on se rapproche d'une finale et moins il y aura de problème. Donc tu reprends. Cavalier D5. Le cavalier n'avait pas beaucoup de cases en réalité. Hein. Donc, oui, c'est ça le cas. Donc C4. Tu repousses le cavalier qui vient en chasse C7. le cavalier, exactement. Mais il n'a pas beaucoup plus de cases en C7 que... C'est ça. Ouais. Il a un problème de mobilité des pièces pour l'instant. Et tu vas jouer F4. Voilà. F4, si tu veux, c'est un coup qui est souple parce que d'un côté, ce pion E5 est essentiel. Il permet de couper l'échiquier en deux et d'avoir d'énormes possibilités avec un avantage d'espace qui est assez important. Et puis, il y a aussi l'idée de jouer F5 éventuellement. Pour que la tour, pour faire un vis-à-vis de tour roi. C'est ça. Et essayer d'ouvrir la colonne pour la tour. Et c'est vrai que lorsqu'on regarde des pions C4 et E5, ils arrivent à entraver totalement la mobilité des deux cavaliers. Et le pion E5 fixe le pion E6, ce qui fait que le fou C8 n'a pas sa diagonale naturelle. Alors on pourra essayer de jouer C5, B6, fou B7. Mais ça ne résout pas le problème des cavaliers. Exactement. Mais bon, ça peut résoudre le problème d'activité du fou et de la tour quand même. C'est déjà pas si mal. D'ailleurs, ton adversaire va essayer de faire ça. C'est ça. Mais pour l'heure, il ne veut pas rester dans le vis-à-vis de tour roi avec cette possibilité de F5 et d'ouverture de la colonne F. Donc il vient en G8. Seulement en G8, c'est triste pour la tour H8. Oui, c'est toujours le problème. La tour H8, pour l'instant, elle joue pas. Donc physiquement, j'ai une pièce de moins, c'est vrai. Mais lui, il a une pièce de moins et une pièce lourde de moins qui joue pas. Donc je suis même pas sûr qu'on puisse dire que j'ai forcément un désavantage matériel. Oui, et puis tu as toujours ce pion de plus et la paire de fous. D'ailleurs, tu vas jouer fou E3. Tu as la paire de fous bien placée, alors que les cavaliers ne jouent pas. Le fou C8 est mauvais. Et tu as des tours en liaison, en communication, qu'ils peuvent œuvrer au combat, alors que la tour H8 et la tour A8 ne peuvent pas jouer. Et donc, quand on fait le bilan de ce rapport matériel, on s'aperçoit que les noirs n'arrivent pas à combattre, en fait. Hein. Alors, ils ont joué cavalier fuite, ils essayent de repousser le fou. C'est ça. Mais le fou s'installe en E4. Et j'étais assez content, parce que les fous sont hyper centralisés, ils visent sur les deux ailes. Là, j'ai trouvé que ça sentait bon. Là. On voit d'ailleurs cet avantage d'espace symbolisé sur la colonne E, où il a 2 cases d'empan arrière contre 4 cases d'empan frontal pour placer les pièces. Et celui qui a plus d'espace central est plus à même de pouvoir attaquer d'une aile ou d'une autre, parce qu'il va pouvoir transférer beaucoup plus de force facilement. Alors que chez les noirs, c'est un goulot d'étranglement pour passer d'une aile à une autre. Alors cavalier A6, on s'aperçoit que le jeu noir est éparpillé. On a un cavalier à la bande, des tours qui ne jouent pas, le roi qui obstrue, le fou qui ne joue pas, le cavalier sur la 8e rangée. C'est pas harmonieux en fait. Oui, c'est pas harmonieux. On sent qu'il lui faut 3-4 coups pour un peu respirer. C'est ce qu'il va essayer de faire d'ailleurs. Mais... Tour D1, les blancs ont une synergie des forces ici. Les noirs jouent C5. Et là, tour D6 avec la menace tour prend cavalier. Oui, c'est ça. Parce que sur pion prend, on a fou prend tour. Donc les noirs jouent tour B8, c'est normal. Ils veulent peut-être arriver aussi à jouer B6, fou B7. Et là, dame H5. Alors, explique-nous pourquoi tu viens en H5. Alors, si tu veux, en H5, il y a plusieurs buts. C'est-à-dire que la dame, déjà, elle se rapproche du roi. Et on va faire, le cas échéant, un circuit de pièces où la dame, alors si le cavalier bouge, il va y avoir du dame G6. On va pouvoir faire coulisser la tour et la dame en H5, elle va être gênante face au roi. C'est-à-dire qu'elle peut assez vite... il va y avoir parfois des idées de... Ici, la tour est en G3, de F5, fou prend H6. Il va y avoir tout un tas de... Ah, tu veux faire coulisser la tour grâce à ton avantage d'espace sur la 3e rangée pour mettre la tour face au roi. Voilà, ça c'est une des hypothèses. Et puis dame H5 a une autre idée. Moi, c'est vrai que quand tu as joué dame H5, j'ai tout de suite compris cette idée avec le coup suivant. Peut-être que tu t'en souvenais plus comme ça, mais tu as joué fou F2. Oui, c'est vrai. Maintenant que tu me le dis, j'avais oublié cette idée de fou F2, fou H4. Et voilà, c'est de pouvoir transférer le fou en H4 sur cette diagonale-là.
Ça va être intéressant pour essayer de bonifier le fou de case noire. Alors, parce que, évidemment, il tape sur C5, mais il y a le cavalier, et puis bientôt B6 arrivera, et puis là, il y a le pion en F4 qui obstrue. Donc, tu vas essayer de lui faire prendre l'air par ce chemin. D'ailleurs, il joue B6, et là, j'ai bien aimé fou F2. Et là, on va s'apercevoir qu'après fou H4, tu arrives à contrôler toutes les cases importantes de l'échiquier. Donc, fou B7, tu déclines l'échange des fous. C'est ça. Parce que le fou B7 ne participe pas à la défense du roi alors que le fou E4 va attaquer. Donc, j'en ai besoin pour l'attaque. Voilà, fou B1. Tour D8, proposition d'échange des tours. Et là, fou H4 arrive. Ouais. Et c'est cette idée fou H4 qui va te faire gagner. Hein. Ouais, en fait, c'est vrai que c'est un moment charnière de la partie. Parce que, comme tu l'as dit, mon objectif, c'est d'améliorer la position de mes pièces. Et là, on pose un problème immédiat. C'est-à-dire que là, il y a une enfilade. Qu'est-ce qu'il va faire ? Alors, ici, il a joué un coup qui va précipiter sa chute. Certainement, il aurait dû jouer dame 8, essayer de se retirer bien sûr de l'attaque du fou, et de proposer l'échange des dames. Sur quoi tu aurais pu refuser l'échange des dames en venant en E2 par exemple. Sa tour reste attaquée, alors il peut y avoir un échange des tours, mais le pion reprend, il peut y avoir des pressions sur E6. Et puis, les noirs ont toujours un problème avec les pièces à l'aile roi. Et toujours le problème de pouvoir sécuriser le roi noir. Mais ça a été le meilleur coup. Mais là, il va jouer G5, et là, ça va précipiter sa chute. Ouais. Donc sur G5, tu as échangé d'abord les tours, tour prend, dame prend, et là, tu as pris en G5. Et quand tu prends en G5, c'est pas simplement tu vas gagner un pion. Remarque, on pourrait se dire en plus que sur la prise, la tour attaquerait ta dame. C'est surtout qu'avec la prise en G5, tu ouvres la colonne F. C'est ça. La dernière pièce qui participait pas vraiment, c'était la tour. Et là, on menace dame F7 mat. Donc il a un problème concret à traiter. Ben, il joue dame D7. Il vient défendre la case de mat. Ouais. Et là, tu prends en H6. Et oui, parce que maintenant, on a du dame G5 qui a... D'où l'intérêt aussi de dame H5, dame G5 qui arrive. Ou dame G4. Voilà, ou dame G4. Là, on commence à... Et le roi, pas de case. Hein. Il ne faut pas oublier le fou B1 qui prive le roi de la case H7, la tour F1 qui prive le roi de la case F7. Exactement. Donc, si on joue dame G5 ou dame G4, bah, il faut mettre le cavalier ou la dame devant, mais tout se fait éliminer et ça provoque le mat rapidement. Donc, il va jouer dame D4 échec, mais en réalité, maintenant, il ne peut plus sauver la position. Il est foutu. Roi H1, donc il y a le sacrifice fou prend G2, mais comprenez, la menace dame G5 est trop forte. Donc là, il envoie les pièces, mais ça ne sauvera pas. Comme on dit. Donc dame D2, roi H1, la dame revient en D7, toujours pour éviter le mat en F7, mais dame G5. Voilà. Mais ça, il ne pouvait pas l'éviter. Hein. Cette attaque, de toute façon, était mortelle pour lui. Et maintenant qu'il mette le cavalier ou la dame, on va prendre. Ça change rien. Et le roi noir va se faire avoir. Donc une partie très dynamique, qui, au départ, avec ce sacrifice en E6, là, tu transformes complètement la position, la nature de la position. Tu vas sacrifier une pièce contre un simple pion. Mais maintenant, tu vas jouer sur la congestion de la position noire, l'étouffement de la position noire et le fait que le roi noir va pas avoir d'abri sûr. Donc, alors que le roi blanc, lui, ne sera jamais demandé dans la partie, enfin vraiment à la fin quand il sacrifie ses pièces. Mais... Ce qui est important, c'est vrai, c'est que quand on joue dynamique, il faut pas avoir peur, il faut pas reculer, et puis il faut éviter trop d'échanges. Là, ce qui est un petit peu ennuyant, et d'ailleurs même quand on fait tourner des ordinateurs assez importants, il n'y a pas de circuit évident de pièces pour les noirs. Il faut juste tenir et éviter les menaces. Et pendant ce temps-là, les blancs renforcent. Mais il y a une vraie... Ce qui est intéressant, ce que j'ai trouvé intéressant dans cette partie, c'est qu'il y a une vraie opposition entre d'un côté quelqu'un qui a du matériel et quelqu'un qui doit justifier son sacrifice. Et donc là, ça nous amène dans des positions voilà, un petit peu en territoire inconnu. C'est ça que j'ai bien aimé. Et puis c'est une lutte des idées. Ouais. C'est des déséquilibres qui nourrissent... l'intérêt et la saveur du jeu d'échecs. Si on ne provoque pas de déséquilibre, d'asymétrie, le jeu est plus plat. Donc c'est vrai que tous les plans se nourrissent de déséquilibre. Oui, tout à fait. Donc c'était une partie que tu avais bien appréciée. Quel est le joueur le plus fort contre qui tu es joué ? Alors c'est une bonne question que tu me poses, un peu une colle. Si, j'ai eu la chance d'affronter Kramnik en simultané. Et je vais te raconter une petite anecdote, Marc, assez rigolote, c'est que on était 8 joueurs face à lui,
Et sur les 8 parties, sur 7 parties, il avait sacrifié 7 fois la qualité. Et un joueur se retourne et me dit, je comprends pas, j'ai 2 tours et lui il a 2 fous, j'ai l'impression d'être très bien, on a l'impression qu'il faisait n'importe quoi. Et ce qui m'a énormément bluffé, c'est cette compréhension fine et profonde de l'activité des pièces et de la valeur des pièces. Ça veut dire qu'en fait, on peut sacrifier du matériel, mais si on est capable de comprendre la moelle, la substance d'une paire de fous en position ouverte, d'un certain nombre de déséquilibres, il nous avait massacré, mais massacré positionnellement, avec cette compréhension fine. Donc nous, on acceptait le matériel, et puis assez vite, tout étriqué. Et ça, c'est un joueur qui m'a beaucoup épaté, parce que, au-delà du joueur exceptionnel qu'il a été, champion du monde, et en plus, il avait une classe qui était vraiment impressionnante. Moi, il m'a beaucoup impressionné. En tout cas, j'ai rien compris de la partie. J'ai beaucoup de travail. C'est marrant que tu me parles de cela, parce que ma partie préférée, c'est une partie de Kramnik, justement, dans laquelle il va sacrifier ses 2 qualités. C'est donc sacrifier la qualité, vous savez, c'est quand on sacrifie la tour, enfin qu'on échange une tour contre un cavalier ou un fou. La tour a une valeur relative au départ plus importante que le cavalier et le fou, mais dans certaines positions, ce sacrifice de qualité, cet échange peut se révéler tout à fait intéressant, voire même gagnant. Et donc il avait sacrifié ces 2 tours contre des pièces mineures. Et si vous voulez revoir cette partie, c'est la dernière fois que je vous invite à cliquer sur un lien ci-dessus qui va vous donner accès à cette vidéo qui, moi, m'avait fortement impressionné. Donc un joueur qui a une très très forte compréhension, et c'est vrai que dans beaucoup de ses parties, j'ai vu des sacrifices de qualité. Il n'hésitait pas. Il avait une très forte compréhension de jeu par rapport à ce type d'échange asymétrique. Oui, et il faut citer aussi Petrosian, parce que c'est vrai que historiquement, souvent quand on cite le sacrifice positionnel, on cite Petrosian, mais c'est vrai que Kramnik, dans énormément de parties, n'hésite pas à sacrifier, et ça fait de lui un joueur qui a une compréhension vraiment supérieure. Ouais, et donc, voilà, tu nous as montré une partie intéressante. On a eu un petit échange qui va introduire le tournoi, donc ton tournoi à norme de grand maître qui va avoir lieu dans quelques jours et dont vous pourrez retrouver les retransmissions des plus belles parties du jour, voilà, entre ces différents maîtres et grands maîtres. Et on verra si dans ce tournoi-là, il y a un des maîtres qui va accéder à une norme de grand maître et qui va se rapprocher du Graal. J'espère, Marc, j'espère. C'était un plaisir de faire cette vidéo avec toi. J'espère qu'on aura l'occasion de se revoir. Et puis, on va quitter la communauté. Écoute, Marc, je voulais te remercier de m'avoir invité et te féliciter d'ailleurs de tout le travail que tu fais. Et j'espère vraiment que ce tournoi va permettre à chacun de voir du beau jeu et de donner l'envie de travailler les échecs. Voilà. Merci à tous.